Mes chères auditrices, aujourd'hui je vais vous révéler quelque chose qui dérange profondément certains de mes collègues thérapeutes. Quelque chose qu'on préfère taire dans les cabinets par pudeur ou par peur de blesser. Mais moi, Christophe André, je n'ai jamais eu peur de la vérité crue. Alors voilà, vos enfants adultes peuvent détruire votre vieillesse. Et non, ce n'est pas de la dramatisation, c'est de la clinique pure. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez exactement quel mécanisme psychologique transforme l'amour maternel en prison dorée. Abonnez-vous maintenant et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti cette culpabilité étrange quand vous dites non à votre fils ou fille de 30, 40, 50 ans? Allez, soyez honnête avec vous-même. Laissez-moi commencer par une anecdote clinique qui va peut-être vous faire mal. Jeanne, 68 ans, arrive dans mon cabinet avec des cernes violacées sous les yeux. Elle me parle de son fils de 42 ans qui vit encore chez elle. Temporairement, précise-t-elle avec un sourire fatigué, temporairement depuis 7 ans. Ce fils ne paie rien, critique sa cuisine, monopolise le salon pour ses jeux vidéo et s'énerve quand elle ose recevoir une amie. Jeanne travaille encore à mi-temps pour l'aider financièrement. Quand je lui demande pourquoi elle tolère cela, elle me répond avec cette phrase que j'ai entendue des centaines de fois: c'est mon fils, Christophe, je ne peux pas l'abandonner. Vous voyez, c'est exactement là que le piège se referme. Cette confusion monumentale entre amour et sacrifice total de soi, entre être une bonne mère et être une martyre. Et je vais vous dire quelque chose qui va choquer les bien-pensants. L'amour rationnel n'exige pas que vous vous annihiliez. Jamais. L'amour sain possède des frontières, des limites claires, des exigences réciproques, sinon ce n'est plus de l'amour, c'est de l'hémorragie émotionnelle. Alors, quelle est la première attitude toxique à ne jamais tolérer? L'ingratitude chronique. Attention, je ne parle pas du simple oubli d'un merci de temps en temps, je parle de cette posture existentielle où votre enfant adulte considère vos efforts comme un dû absolu. Il y a une différence fondamentale entre recevoir de l'aide et exiger un service permanent. Dans le cerveau, cette distinction active des circuits neuronaux complètement différents. L'ingratitude pathologique révèle un biais cognitif massif que nous appelons en thérapie cognitive l'égocentrisme acquis. Votre enfant a appris, souvent parce que vous lui avez enseigné malgré vous, que le monde tourne autour de ses besoins. Marie-Claire, 59 ans, gardait ses 3 petits-enfants 4 jours par semaine. Gratuitement, évidemment. Sa fille ne la remerciait jamais, trouvait toujours quelque chose à critiquer. Maman, tu leur donnes trop de sucre. Maman, tu ne les habilles pas assez chaudement. Un jour, Marie-Claire tombe malade. Rien de grave, une grippe. Elle annule 2 jours de garde. Sa fille l'appelle, furieuse. Tu me mets dans une situation impossible. Comment je vais faire pour mon travail? Pas un seul, j'espère que tu vas mieux. Juste de la colère face à l'inconvénient. Quand Marie-Claire me raconte cela en pleurant, je lui pose une question simple. Est-ce que vous pensez que votre fille vous considère comme une personne ou comme un service de garde gratuit? Le silence qui suit cette question dure presque une minute. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas sur cette terre pour être une machine à résoudre les problèmes de vos enfants adultes. Votre valeur ne se mesure pas à votre disponibilité illimitée. Et si quelqu'un dans votre vie ne vous remercie jamais, ne reconnaît jamais vos efforts, agrégez-le au recyclage émotionnel, parce que l'ingratitude chronique est un poison lent qui détruit votre estime de vous-même millimètre par millimètre. Maintenant, passons à la deuxième attitude destructrice, la manipulation par la culpabilité. Mes chères auditrices, celle-ci est subtile, vicieuse et terriblement efficace. Vos enfants adultes ont eu des décennies pour étudier vos points faibles. Ils savent exactement quel bouton émotionnel presser pour obtenir ce qu'ils veulent. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci. Les autres mères font ça pour leurs enfants. Je vais finir à la rue si tu ne m'aides pas. Ces phrases ne sont pas de la communication, c'est du chantage affectif pur et simple. Dans mon cabinet, j'ai suivi Françoise pendant 2 ans.
sa fille de 35 ans, utilisait la manipulation comme respiration naturelle. Chaque fois que Françoise osait dire non à une demande d'argent, la fille cessait de lui donner des nouvelles de ses petits-enfants. 3 semaines de silence radio. Puis un appel larmoyant. Maman, les enfants demandent pourquoi mamie ne les aime plus. Vous imaginez la cruauté de cette stratégie? Utilisez les petits-enfants comme arme psychologique. Françoise cédait à chaque fois, bien sûr. Et à chaque fois, elle venait me voir avec cette douleur thoracique caractéristique de l'anxiété massive. Un jour, je lui ai demandé de faire un exercice simple, prendre une feuille et écrire d'un côté tous les moments où sa fille l'appelait sans rien demander, juste pour prendre des nouvelles. De l'autre côté, tous les appels liés à une demande concrète, argent, garde, déménagement, problème à résoudre. Devinez quel côté était vide? Le côté gauche, complètement blanc. Pas un seul appel gratuit en 6 mois. Quand Françoise a vu cela noir sur blanc, quelque chose s'est fissuré dans son déni. Elle a enfin compris qu'elle n'avait pas une relation avec sa fille, elle avait une fonction. La manipulation par culpabilité fonctionne parce qu'elle active votre amygdale, cette partie primitive du cerveau qui gère la peur. Votre enfant a appris à transformer votre amour en angoisse. Et cette transformation neurochimique est mesurable, quantifiable. Les études en neurosciences affectives montrent que les personnes soumises à une manipulation chronique présentent des taux de cortisol constamment élevés. C'est du stress toxique, littéralement toxique pour vos cellules. Alors, comment réagir? D'abord, identifiez la manipulation. Votre enfant fait-il appel à votre amour ou à votre peur? Parle-t-il de ses besoins légitimes ou de vos devoirs supposés? Ensuite, nommez la manipulation à haute voix. Ce que tu me dis là, c'est du chantage affectif et je ne joue plus à ce jeu. Oui, cela va créer un conflit. Oui, il y aura des larmes, peut-être des cris. Mais vous savez quoi? C'est le prix de votre liberté émotionnelle. Des apegarse no à des amors, comme je dis souvent. Se détacher n'est pas cesser d'aimer, c'est cesser de se détruire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti cette panique quand votre enfant menace de couper les ponts. Cette terreur irrationnelle que nous, thérapeutes, appelons l'angoisse d'abandon inversée. Partagez votre expérience, cela aide d'autres femmes à se sentir moins seules. Troisième attitude toxique, l'irresponsabilité financière permanente. Attention, encore une fois, je ne parle pas d'une aide ponctuelle en cas de coup dur. Un divorce, une perte d'emploi, une maladie, ce sont des crises légitimes où soutenir ses enfants est normal. Non, je parle de ces enfants de 30, 40, 50 ans qui vivent dans une adolescence financière perpétuelle. Ils dépensent sans compter, accumulent les dettes, changent de projet toutes les 6 semaines et devinez qui paie les pots cassés. Vous, toujours vous. Claude, 63 ans, avait financé 4 projets d'entreprise de son fils en 10 ans. Restauration, import-export, coaching en ligne et je ne sais plus quoi d'autre. À chaque fois, le fils arrivait avec des yeux brillants et un PowerPoint approximatif. Papa, cette fois c'est la bonne. Dans 6 mois, je te rembourse tout. Claude vidait son épargne retraite. 6 mois plus tard, nouveau fiasco, nouvelles excuses et bien sûr, nouvelle idée géniale qui nécessite un nouvel investissement. Quand je demande à Claude pourquoi il continue, il me regarde avec un mélange de honte et de défi. Si je ne l'aide pas, qui le fera? C'est mon fils unique. Je ne peux pas le laisser échouer. Et voilà le piège cognitif. Confondre aider avec empêcher les conséquences naturelles de ses choix. Chaque fois que vous sauvez financièrement votre enfant adulte de ses mauvaises décisions, vous lui enseignez une leçon terrible. Il n'a pas à être responsable puisque papa ou maman sera toujours là pour rattraper les dégâts. En psychologie comportementale, nous appelons cela du renforcement négatif. Vous renforcez le comportement irresponsable en supprimant la conséquence désagréable qui devrait l'accompagner. Votre enfant devrait ressentir l'inconfort de ses dettes, la pression de ses mauvais choix, le stress de l'instabilité financière. Ce sont ces émotions négatives qui motivent le changement de comportement.
Mais si vous jouez constamment le rôle de filet de sécurité, votre enfant n'apprendra jamais à voler. Pire, il apprendra à tomber en comptant sur vous. Et puis, soyons cruellement honnêtes une seconde, que se passera-t-il quand vous ne serez plus là, quand vous aurez 4-20 ans et que votre épargne sera épuisée, quand vous serez décédé? Votre enfant irresponsable se retrouvera dans le monde réel, sans préparation, sans compétences, sans ressources. Vous pensez lui rendre service en le protégeant, mais en réalité, vous lui préparez une catastrophe différée. Sylvie, cliente de longue date, a trouvé la force de dire non après 15 ans de saignée financière. Son fils de 38 ans vivait chez elle, ne travaillait pas, dépensait son argent en objets de collection et restaurant. Un jour, après une énième dispute, où il lui a reproché de ne pas le soutenir dans sa passion, elle a pris une décision radicale. Elle lui a donné 3 mois pour trouver un emploi et un logement. 3 mois, pas un jour de plus. Son fils a hurlé qu'elle était la pire mère du monde, qu'elle l'abandonnait, qu'elle allait le retrouver mort quelque part. Du chantage émotionnel de haute voltige, Sylvie a tenu bon malgré les nuits d'insomnie et les crises d'angoisse. Devinez quoi? 2 mois et demi plus tard, son fils avait trouvé un travail en intérim et une colocation. Pas le job de ses rêves, pas l'appartement idéal, mais de la vraie autonomie. 6 mois après, il la remerciait. Maman, je ne te l'ai jamais dit, mais tu avais raison. J'avais besoin de ce coup de pied aux fesses. Toutes les histoires ne finissent pas aussi bien, je ne vais pas vous mentir. Mais ce qui est sûr, c'est que continuer à financer l'irresponsabilité ne finit jamais bien. Alors, posez-vous cette question. Combien d'argent avez-vous donné à vos enfants adultes ces 5 dernières années? Faites le calcul précis. Additionnez les petits prêts jamais remboursés, les loyers payés, les factures épongées, les cadeaux financiers déguisés, puis imaginez cet argent sur un compte d'épargne avec des intérêts. Imaginez les voyages que vous auriez pu faire, les loisirs que vous vous êtes refusés, la sécurité que vous auriez pu vous offrir. Cet exercice est douloureux, je sais, mais nécessaire. Quatrième attitude intolérable, le mépris et l'agressivité verbale. Celle-ci me met particulièrement en colère, je l'avoue. Ces enfants adultes qui parlent à leurs parents comme à des subalternes, qui haussent le ton, qui insultent, qui rabaissent. J'ai eu une patiente, Geneviève, dont le fils de 45 ans l'appelait régulièrement vieille conne quand elle ne faisait pas exactement ce qu'il voulait. 45 ans. Un homme, adulte, avec ses propres enfants, qui traite sa mère de 70 ans avec un mépris absolu. Quand je lui ai demandé pourquoi elle tolérait cela, Geneviève m'a donné cette réponse qui me hante encore. Il est stressé, vous comprenez. Il a beaucoup de pression au travail. Vous voyez la contorsion mentale? Elle trouvait des excuses à son agresseur. Elle transformait sa propre humiliation en compréhension empathique. C'est ce que nous appelons en thérapie cognitive la dissonance cognitive pathologique. Votre cerveau ne peut pas accepter que votre propre enfant vous maltraite, alors il réécrit la réalité pour la rendre supportable. Mais écoutez-moi attentivement, aucun niveau de stress, aucune pression professionnelle, aucune difficulté personnelle ne justifie jamais le mépris verbal. Jamais. Si votre fils ou votre fille lève la voix sur vous, s'il vous insulte, s'il vous parle avec dédain, vous avez non seulement le droit, mais le devoir moral de poser une limite immédiate et non négociable. Tu me parles avec respect ou tu sors de ma maison, tu me traites avec décence ou nous ne nous voyons plus. Ces phrases vous semblent dures, elles ne le sont pas. Elles sont saines. J'ai travaillé avec Martine pendant 8 mois sur ce problème précis. Sa fille avait pris l'habitude de lui raccrocher au nez dès que la conversation ne lui plaisait pas, de lui envoyer des messages WhatsApp agressifs à 3 heures du matin, de critiquer son physique, ses choix vestimentaires, son appartement. Martine encaissait tout en silence, terrifiée à l'idée de perdre le contact avec ses petits-enfants. Un jour, je lui ai fait faire un exercice de visualisation.
Imaginez que quelqu'un d'autre parle à votre meilleur ami comme votre fille vous parle. Que lui diriez-vous de faire? Martine a répondu immédiatement. Je lui dirais de couper les ponts avec cette personne toxique. Bingo. Double standard cognitif massif. Nous acceptons de la part de notre famille ce que nous ne tolérerions jamais de la part d'un étranger. Pourquoi? Parce que nous avons cette croyance irrationnelle que la famille donne droit à tous les abus, que le sang autorise le mépris. C'est faux, complètement faux. La famille devrait être le lieu du respect maximal, pas du laisser-aller émotionnel. La neuroscience nous apprend quelque chose de fascinant. Le cerveau traite l'agression verbale de la part d'un proche de la même manière que la douleur physique. Votre cortex singulaire antérieur s'active, celui qui gère aussi bien la douleur émotionnelle que physique. Quand votre enfant vous insulte, votre cerveau enregistre littéralement cela comme un coup, et les coups répétés créent des traumatismes. Vous méritez mieux. Point final, 5e comportement toxique, l'envahissement total de votre espace et de votre temps, ces enfants adultes qui débarquent chez vous sans prévenir, qui fouillent dans votre frigo comme s'ils étaient chez eux, qui monopolisent votre télévision, qui dorment dans votre canapé des semaines entières, qui interrompent constamment vos activités pour leurs urgences. Ils n'ont aucun respect pour votre intimité, pour votre autonomie, pour votre vie indépendante. Hélène, 62 ans, ne pouvait jamais planifier un week-end tranquille. Sa fille et ses 2 petits-enfants débarquaient à l'improviste presque tous les samedis. Surprise, maman, on vient passer la journée. Hélène devait annuler ses projets, préparer un repas pour 4, divertir les enfants pendant que sa fille se prélassait sur le canapé en regardant son téléphone. Quand Hélène a osé dire, une fois qu'elle avait prévu autre chose, sa fille a boudé pendant 3 semaines. La punition émotionnelle classique. Dans la thérapie cognitive comportementale, nous travaillons beaucoup sur ce concept de frontières saines. Une frontière n'est pas un mur, ce n'est pas du rejet. Une frontière est une membrane qui laisse passer l'amour mais filtre le toxique. Elle permet les échanges positifs tout en bloquant les intrusions négatives. Sans frontières, vous n'êtes plus une personne, vous devenez une extension de votre enfant, un territoire conquis et occupé. J'ai expliqué à Hélène qu'elle devait reprendre possession de son espace et de son temps. Concrètement, imposer que les visites soient annoncées au moins 48 heures à l'avance. Réserver certains jours uniquement pour elle, non négociables. Apprendre à dire « non, ce n'est pas possible ce week-end » sans justification excessive. Parce que, voilà un secret de thérapeute, vous n'avez pas à justifier vos refus. Non est une phrase complète. Les premières semaines ont été difficiles. Reproches, bouderies, accusations de devenir égoïste. Mais après 2 mois, la dynamique avait changé. Sa fille appelait avant de venir. Elle proposait même d'amener le repas parfois. Les visites étaient devenues des moments agréables plutôt que des invasions épuisantes. Hélène avait récupéré sa vie. Et devinez quoi? Sa relation avec sa fille s'était améliorée, parce que le ressentiment silencieux avait disparu. Voici un micro-exercice que je vous propose. Cette semaine, bloquez dans votre agenda 2 créneaux de 2 heures uniquement pour vous. Notez-les comme vous noteriez un rendez-vous médical important. Puis, défendez ces créneaux contre toute intrusion. Si votre enfant appelle avec une demande pendant ces heures, vous répondez « Je suis occupé, je te rappelle plus tard » et vous le faites vraiment. Cela paraît simple, mais pour beaucoup d'entre vous, ce sera révolutionnaire. Parce que vous réapprendrez qu'être occupé n'est pas un luxe coupable, c'est un droit fondamental. 6e et dernière attitude destructrice, le refus total de toute remise en question. Ces enfants adultes qui ne reconnaissent jamais leur tort, qui ne s'excusent jamais sincèrement, qui retournent systématiquement la faute sur vous. Si tu ne m'avais pas énervé, je n'aurais pas crié. C'est à cause de ton éducation que je suis comme ça. Tu exagères toujours, maman. Cette incapacité pathologique à l'introspection et à la responsabilité personnelle
Thérèse a vécu cela pendant 20 ans avec son fils. Chaque conflit suivait le même schéma. Le fils faisait quelque chose de blessant, Thérèse exprimait sa douleur, et le fils contre-attaquait en listant toutes les erreurs d'éducation supposées de sa mère. Tu ne m'as jamais compris. Tu préférais toujours ma sœur. Tu travaillais trop quand j'étais petit. Il transformait systématiquement sa propre responsabilité en accusation parentale et Thérèse, rongée de culpabilité, finissait par s'excuser pour avoir osé se plaindre. Cette inversion de culpabilité est un mécanisme de défense psychologique très sophistiqué. Votre enfant ne peut pas supporter l'inconfort de reconnaître ses erreurs, alors il déplace cette charge émotionnelle sur vous. Dans son récit mental, il n'est jamais l'agent du problème, toujours la victime des circonstances ou de votre parentalité imparfaite. Cette posture est émotionnellement confortable pour lui et désastreuse pour vous. La vérité brutale que je dois vous dire, oui, vous avez probablement fait des erreurs d'éducation, tous les parents en font. Vous avez être été trop strict ou trop laxiste, trop présente ou trop absente. Mais vous savez quoi? Ces erreurs ne donnent pas à votre enfant adulte un chèque en blanc pour vous maltraiter aujourd'hui. Votre fils de 40 ans ne peut pas justifier son agressivité actuelle par le fait que vous avez oublié son spectacle de fin d'année quand il avait 8 ans. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai dit à Thérèse quelque chose qui l'a profondément secouée. À un moment donné, vos enfants doivent faire le deuil de leurs parents parfaits. Parce que les parents parfaits n'existent pas. Et tant qu'ils n'auront pas fait ce deuil, ils utiliseront vos imperfections passées comme excuse pour leur dysfonctionnement présent. Votre travail n'est pas de vous flageller éternellement, c'est de refuser cette manipulation temporelle. Concrètement, comment répondre? Quand votre enfant déterre le passé pour éviter de parler du présent, vous ramenez la conversation au sujet actuel, nous pouvons discuter de mon éducation une autre fois si tu veux. Mais maintenant nous parlons du fait que tu m'as insulté hier. Reconnais-tu que c'était inacceptable? Si votre enfant refuse de répondre et continue ses accusations, vous terminez la conversation. Je ne vais pas me défendre sur 30 ans de parentalité pour éviter que tu assumes tes actions d'aujourd'hui. Appelle-moi quand tu seras prêt à avoir une conversation d'adulte à adulte. Dur? Oui. Nécessaire? Absolument. Parce qu'une relation entre adultes exige la réciprocité. Votre enfant doit accepter que vous êtes un être humain imparfait qui a fait de son mieux, et si ce mieux était insuffisant, eh bien c'est malheureusement l'héritage de nombreuses personnes. Mais cet héritage ne les condamne pas à rester bloqués émotionnellement à l'âge de 7 ans. J'ai accompagné un homme, Daniel, dont la fille de 33 ans lui reprochait constamment son divorce d'avec sa mère 25 ans plus tôt. Chaque visite, chaque appel téléphonique, elle trouvait moyen de ramener ce sujet. Papa, si tu n'avais pas quitté maman, ma vie aurait été différente. Daniel se sentait écrasé par cette culpabilité perpétuelle. Un jour, je lui ai fait écrire une lettre qu'il n'a jamais envoyée, mais qu'il a libérée. Elle disait essentiellement oui, j'ai divorcé, c'était douloureux pour toi. Mais j'avais le droit de chercher mon propre bonheur. Je ne suis pas responsable de tous tes problèmes adultes. À un moment, tu dois construire ta vie à partir de ce qui est, pas de ce qui aurait pu être. Mes chères auditrices, comprenez bien ceci. L'amour rationnel ne signifie pas absence d'amour. Cela signifie amour avec lucidité, avec frontières, avec respect mutuel. Quand je dis amour rationnel, je ne parle pas de froideur calculatrice. Je parle d'un amour qui vous préserve autant qu'il soutient l'autre. Un amour qui ne se sacrifie pas inutilement. Un amour qui reconnaît que pour donner, il faut d'abord avoir quelque chose à donner. Vous savez ce qui me frappe le plus dans ma pratique clinique? La fréquence avec laquelle les parents, surtout les mères, acceptent d'être traités d'une manière qu'ils ne toléreraient de personne d'autre. Une collègue de travail vous insulte, vous portez plainte. Un conjoint vous manipule, vous envisagez le divorce. Un ami abuse de votre générosité, vous coupez les ponts. Mais un enfant adulte fait exactement les mêmes choses et vous trouvez des excuses, vous minimisez, vous continuez à tendre la joue. Pourquoi cette différence?
Parce que nous avons intériorisé ce mythe culturel toxique selon lequel l'amour parental est inconditionnel et illimité. Que peu importe ce que fait votre enfant, vous devez toujours pardonner, toujours accepter, toujours donner. Ce mythe détruit des vies. L'amour parental devrait être profond, durable, engagé, oui, mais pas aveugle, pas autodestructeur, pas sans réciprocité aucune. J'ai une patiente, Louise, qui m'a dit un jour une phrase magnifique. Christophe, j'ai compris que je confondais être une bonne mère avec être un paillasson émotionnel. J'ai passé 30 ans à m'aplatir pour que mes enfants marchent sur quelque chose de confortable. Mais maintenant, je suis tellement écrasé qu'il ne reste plus rien de moi. Cette image m'a profondément marqué. Combien de femmes sont devenues des paillassons? Combien ont été si piétinées qu'elles ne savent même plus qui elles étaient avant? La neuroplasticité nous enseigne que le cerveau peut changer à tout âge. Vous pouvez, même à 65 ans, recabler vos circuits neuronaux pour apprendre à dire non, à poser des limites, à vous respecter. C'est pas facile, cela demande de la pratique répétée, mais c'est possible. Chaque fois que vous posez une frontière saine, même si cela crée un inconfort immédiat, vous renforcez les connexions neuronales qui soutiennent l'affirmation de soi. Vous enseignez littéralement à votre cerveau une nouvelle façon d'être dans la relation. Parlons maintenant de quelque chose que personne ne vous dira franchement. Certains parents doivent accepter de perdre temporairement, voire définitivement, la relation avec leurs enfants adultes toxiques. Je sais, cette idée est terrifiante. Elle va contre tout ce qu'on vous a enseigné. Mais parfois, la seule façon de préserver votre santé mentale, voire physique, est de prendre distance. Et non, cela ne fait pas de vous une mauvaise mère. Cela fait de vous une personne qui refuse de mourir à petit feu. Bernard, 68 ans, a coupé les ponts avec son fils pendant 2 ans. Son fils, alcoolique, refusait tout traitement et devenait violent lors de ses visites. Il avait déjà cassé 2 portes et poussé Bernard lors d'une dispute. Bernard vivait dans la terreur permanente des prochaines visites. Un jour, après que son fils l'ait menacé physiquement, Bernard a changé les serrures et envoyé une lettre recommandée Je t'aime, mais je ne te verrai plus tant que tu n'auras pas entamé un suivi thérapeutique sérieux pour ton alcoolisme. Cette décision n'est pas négociable. Les 10 à 8 premiers mois ont été un enfer pour Bernard. Culpabilité déchirante, nuits d'insomnie, rumination constante. Mais progressivement, quelque chose d'étrange s'est produit. Il a recommencé à dormir normalement. Son hypertension s'est stabilisée.